tous! Vidéo un petit peu courte aujourd'hui, mais d'un format assez particulier, puisque je vais vous raconter non pas une ni deux, mais 3 pièces courtes de Tchekhov, écrites en 1888. Et pour commencer, voici La demande en mariage, pièce en un acte. Tchouboukov est ravi mais surpris de voir Lomov arriver sur son 31 pour les visiter. Il est tellement agité que Tchouboukov se convainc qu'il va lui demander de l'argent. Lomov va boire un verre d'eau, puis revient. Il est extrêmement nerveux et peine à s'exprimer, mais finit par réussir à dire qu'il vient pour demander la main de Natalia, la fille de Tchouboukov. Celui-ci est ravi de cette nouvelle, n'a aucun doute quant au fait que sa fille va lui donner sa main, et part pour aller la chercher. Lomov, seul, connaît les affres de la panique. À 35 ans, il est largement temps pour lui de se marier. Natalia arrive et est un petit peu surprise de voir qui est son visiteur. Très à l'aise, elle est en tenue pour faire ses tâches ménagères et commence à parler des récoltes. Elle finit tout de même par lui demander ce qu'il fait là. Lomov commence par rappeler combien leurs familles ont été proches et mentionne pour cela sa propriété des petits prés au bœuf qui jouxte justement un bois appartenant aux Tchouboukov. Natalia tique. Les petits prés au bœuf sont à eux. Après avoir vérifié qu'ils parlent bien de la même zone, les voilà chacun partis dans le récit de leurs héritages familiaux pour justifier que ce terrain leur appartient. Lomov est prêt à en montrer l'acte de propriété, mais Natalia ne veut rien entendre. Voilà près de 3 siècles que les petits prés au bœuf leur appartiennent et voilà soudainement que quelqu'un vient leur expliquer qu'ils ne leur appartiennent pas. Pour apaiser les choses, Lomov finit par lui proposer de les lui offrir, mais Natalia s'offusque, car elle-même pourrait lui faire la même proposition. Elle va d'ailleurs prouver que l'endroit lui appartient en envoyant des faucheurs sur place le jour même. Lomov n'en revient pas. Chacun d'entre eux reste persuadé que les petits prés au bœuf sont à eux. Les entendant crier, Tchouboukov entre. Informé de la situation, il affirme que les petits prés au bœuf appartiennent bien à sa famille. Lomov, pour apaiser les choses, commence une nouvelle fois à raconter l'histoire de ce terrain, mais Tchouboukov l'interrompt. La question de la propriété de ce terrain ne se pose même pas. Lomov veut prouver sa possession, mais Tchouboukov ne veut rien entendre. On ne lui retirera rien, et d'ailleurs il préférerait donner une terre à des paysans plutôt qu'à Lomov de la façon dont il la réclame. Il lui demande également de ne pas s'énerver sur lui, leur différence d'âge exige de sa part du respect. Mais Lomov est plus qu'outré, personne ne donnera sa terre à personne d'autre, et d'ailleurs Tchouboukov ne se comporte pas en bon voisin mais en usurpateur. Lomov est désormais prêt à aller en justice. Pour Tchouboukov, appuyé par Natalia, de toute façon, tous les Lomov étaient fous. Celui-ci lui répond qu'au moins aucun d'entre eux n'est passé en jugement pour dilapidation comme l'oncle Tchouboukov. Ne se sentant pas bien, et chaque camp continuant d'insulter des membres de la famille de l'autre, Lomov finit par quitter la pièce, son cœur le faisant souffrir. Tchouboukov et Natalia se calment en épanchant leur rage. Dans son agacement, Tchouboukov révèle que Lomov était venu pour faire sa demande en mariage. Natalia ne le soupçonnait absolument pas, et soudainement en proie à une crise de nerfs demande de voir revenir Lomov. Malgré son agacement, Tchouboukov va s'exécuter. Chacun se rejette la faute de la scène précédente et du mauvais traitement de leur voisin jusqu'à ce que celui-ci arrive. Tchouboukov sort. Lomov entre, toujours très fébrile. Natalia prétend s'être souvenue que, en fait, les petits prés au bœuf sont effectivement à lui. Elle s'excuse. Il reste encore un petit peu bloqué, mais la discussion finit par changer de sujet et partir sur celui de leur chien de chasse. Une discorde éclate de nouveau puisque leurs chiens respectifs, Ugadai et Otkatai, sont supposés être de meilleurs chasseurs l'un que l'autre ou bien avoir une plus grande valeur marchande. Chacun s'insurge de la mauvaise foi de l'autre. Lomov, lui, sentant son cœur le faire souffrir encore plus qu'auparavant, a l'impression qu'il est en train de faire une rupture d'anévrisme. Les entendant crier, Tchouboukov arrive. Les deux jeunes gens lui demandent immédiatement son avis au sujet des chiens. Sans surprise, Tchouboukov se range du côté de sa fille, leur chien est assurément le meilleur.
Lomov se plaint une fois de plus de ses palpitations et ses deux hôtes se moquent. Quel chasseur a des palpitations? À partir de cet instant, les statuts de chasseurs de Chouboukov et de Lomov deviennent le nouveau sujet de discorde. Submergé par ses émotions, Lomov s'évanouit. Chouboukov, qui n'est guère en meilleur état, boit un peu d'eau. Natalia s'énerve encore un petit peu, puis s'approchant de Lomov évanoui, le croit mort. Chouboukov essaie sans succès de le faire boire, et se désespère jusqu'au moment où Lomov revient à lui-même. Dès son réveil, Chouboukov lui annonce que Natalia consent. Lomov ne comprend pas bien, mais Natalia affirme à son tour qu'elle consent. Lomov finit par comprendre, on lui parle de sa demande en mariage. Il se sent plus léger. Natalia, maintenant que cette formalité est actée, relance le débat sur les chiens Ugadai et Otkatai. Le ton monte une nouvelle fois et Chouboukov, atterré par le bonheur conjugal qui s'annonce entre les deux jeunes fiancés désormais, cherche à couvrir leur voix en réclamant du champagne. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première pièce et tout de suite nous partons sur la suivante, à savoir l'ours, pièce en un acte. Luka réprimande sa maîtresse, Elena Popovna, qui vit comme une recluse depuis 1 an, à savoir depuis le décès de son époux. Il est temps désormais d'accepter que la vie reprenne, et la jeune femme pourrait même vivre une seconde jeunesse si elle le voulait bien. Elena refuse d'en entendre parler, son cœur est mort en même temps que son époux. Elle refuse de ne voir personne, demande qu'on donne une ration d'avoine supplémentaire à Toby, le cheval favori de feu son époux, et tressaille lorsque la sonnette retentit. Elena, seule, parle à son défunt mari, dont, apparemment, la qualité d'engagement de son vivant ne correspondait pas tout à fait proportionnellement à celle d'Elena depuis son décès. Luka entre annoncer à Elena que quelqu'un souhaite la voir et qu'il ne peut malheureusement pas accepter de refus puisque l'homme se trouve déjà dans la salle à manger. Elena songe, pour trouver la paix, à se retirer dans un couvent. Smirnov, voisin d'Elena, est venu pour lui demander de l'argent que lui devait feu son mari. Devant payer le lendemain des intérêts à la banque, il vient pour réclamer son dû. Elena lui indique ne pas être en état de s'occuper d'affaires d'argent et que son intendant, qui reviendra le surlendemain, s'en chargera à son retour. En apprenant que l'argent dû relève d'un achat d'avoine, Elena demande une nouvelle fois à Luka de doubler la ration d'avoine de Toby. Problème, si Smirnov ne récupère pas cet argent, il risque de perdre sa terre. Chacun reste buté sur sa position jusqu'à ce que la situation s'envenime. Smirnov s'emporte, aucun débiteur n'a payé et sa situation est critique. Il finit par être grossier, ce qui choque Elena, qui sort. Resté seul, Smirnov rumine. Il est excédé par le comportement d'Elena qui vient couronner une journée de frustration semblable. Il a été trop gentil et à présent, sa rage l'étouffe. Il est déterminé à rester jusqu'à obtenir son dû. Luka entre. Smirnov lui réclame de l'eau ou du kvass, boisson légèrement alcoolisée. Luka ressort en laissant Smirnov ruminer sur les femmes qu'il déteste. Leur logique lui est absolument impénétrable. Luka apporte de l'eau et annonce qu'Elena est indisposée et ne reçoit plus. Luka ressorti, Smirnov s'irrite de cette réponse et se détermine encore davantage à rester jusqu'à récupérer son argent. Après tout, ce ne sont pas des fossettes qui vont l'attendrir. Il ordonne par la fenêtre à son cocher de dételer leur véhicule, puis appelle Luka pour lui demander de la vodka. Il réalise ensuite que sa figure peu entretenue et son accoutrement poussiéreux ont pu lui donner l'air d'un brigand aux yeux d'Elena, mais qu'importe, il n'y a pas de tenue obligatoire pour les créanciers. Luka revient en lui portant sa vodka et lui fait remarquer tout de même au passage qu'il se permet beaucoup de choses. Il ne développe pas, laissant Smirnov s'énerver davantage encore et appeler de nouveau. Elena revient, son veuvage l'a habituée à la paix, au calme, à la tranquillité, et elle prie Smirnov de bien vouloir baisser la voix. Elle n'aura pas d'argent avant le retour de l'intendant le surlendemain et n'a pas de quoi le payer. Smirnov, lui, n'en a que faire et souhaite récupérer son argent avant que sa situation ne le pousse à mettre fin à ses jours. Chacun est complètement hermétique aux arguments de l'autre et les manières de Smirnov offusquent de plus en plus Elena.
Lorsqu'elle le lui dit, sa colère grandit davantage encore et il se met à en faire des caisses pour être volontairement désagréable. Il lui raconte combien les femmes l'ont manipulé et blessé et lui dit sa haine pour elle. Car les femmes, entre autres défauts, ne sont ni honnêtes ni fidèles en amour. Pour lui, seuls les hommes le sont. Autour d'Elena de s'offusquer. Le meilleur homme à voir exister, feu son mari, l'a trompé allègrement et dépensé son argent en la laissant seule des semaines entières, tandis qu'elle, la femme, continue encore à ce jour de lui témoigner sa fidélité. Smirnov prend sa déclaration à la rigolade. Elle est très malheureuse, certes, mais enfin elle n'oublie tout de même pas de se poudrer, hein, tout ça n'est qu'une façade. Smirnov crie de nouveau. Elena lui demande une nouvelle fois de baisser la voix, tous deux refusent une fois supplémentaire d'accéder à la demande de l'autre, puis Smirnov s'assoit carrément, ce qui choque profondément Elena. Elle sonne. Luka entre. Elena lui demande de mettre Smirnov dehors, mais il n'y arrive pas et finit par se sentir mal. Personne d'autre n'étant présent pour l'aider, Elena finit par insulter Smirnov. Celui-ci, choqué, ne l'excuse pas de par son sexe, mais au contraire, lui demande un duel. Entre deux insultes, Elena finit par accepter le duel et part pour récupérer les armes de son mari. Smirnov n'a pas la moindre intention de s'adoucir malgré les supplications de Luka qui lui demande de partir. Sans se rendre compte, cependant, Smirnov change légèrement d'humeur. Le fait qu'Elena s'oppose à lui ainsi, sa fougue et son feu, lui plaisent. Il serait presque prêt désormais à éponger sa dette, il n'a jamais croisé de femme pareille. Celle-ci revient en portant des pistolets. Avant que leur duel ne commence, il faudra lui expliquer comment on s'en sert parce qu'elle n'a jamais tiré de sa vie. Luka sort pour aller chercher ceux qu'il peut trouver, tandis que Smirnov se lance dans des explications militaires. Il ne peut pas s'empêcher cependant de voir la fougue dans l'œil d'Elena et d'en être un peu impressionné. Ses instructions terminées, Elena demande à ce qu'il passe au jardin, mais Smirnov prévient, il va tirer en l'air. Après avoir prétendu que c'est parce qu'elle lui fait peur, il finit par admettre qu'en réalité, elle lui plaît. Elena n'est pas du tout réceptive à ce volte-face, et plus Smirnov s'adoucit, plus elle devient agressive. Plus il est séduit, plus elle réclame sa mort, et elle n'a de cesse de demander à ce qu'il rejoigne le pré pour pouvoir procéder à leur duel. Sa résistance même rend Smirnov de plus en plus amoureux, et entre deux éclats, une demande en mariage lui échappe. Elena, furieuse, exige son duel, refuse sa demande, avant de tout compte fait le rappeler. Elle jette son pistolet, trop emportée par sa fureur, le repousse puis le rappelle, puis tout en criant sa colère, finit par accepter qu'il l'embrasse. Luka revient, accompagné par le jardinier, le cocher et quelques ouvriers, tous armés avec les moyens du bord. Ils surprennent le couple en train de s'embrasser. La seule réaction de la part des deux protagonistes leur vient de la part d'Elena, qui demande à Luka de ne pas du tout donner d'avoine à Toby aujourd'hui. Et c'est ainsi que s'achève L'Ours. Et enfin, troisième et dernière pièce du jour, je vous présente Les méfaits du tabac, scène monologue en un acte. Nyokin entre. On a demandé à sa femme qu'il vienne faire une conférence de bienfaisance et il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il ne la ferait pas. Il n'est pas scientifique et n'a donc parole d'autorité sur aucun sujet. Cependant, il aime à se creuser la cervelle et écrit des articles qui sont presque scientifiques. Peu de temps auparavant, par exemple, il a écrit un papier qui s'intitule « De la malfaisance de quelques insectes ». Il a beaucoup plu à ses filles, mais lui-même a fini par le déchirer. Après tout, sa rédaction n'a rien empêché à la présence des insectes et notamment des punaises jusque dans son piano. Le sujet qu'il a choisi pour sa conférence est les méfaits du tabac. En réalité, c'est sa femme qui l'a choisi car lui-même fume, mais cela ne lui pose pas de problème. Il va pour commencer mais s'interrompt. Un tic nerveux apparu le jour de la naissance de sa 4e fille le reprend. Il va pour reprendre son sujet mais s'interrompt à nouveau pour expliquer que sa femme est la directrice d'une sorte de pensionnat de musique qui l'a rendu riche d'ailleurs, même si lui-même est resté pauvre. Il s'occupe dans la pension de l'économat et de l'approvisionnement, mais peine à manger à sa faim. Sa femme hésite à lui donner des restes lorsqu'il y en a. Il est également d'ailleurs le professeur de bon nombre de cours, si ce n'est tous.
Il s'amuse de ce que tant de choses dans sa vie portent le numéro 13. Le numéro de sa maison, le jour de naissance de toutes ses filles. Peut-être est-ce signe de malheur? Il propose de vendre des prospectus pour l'école, mais même en baissant le prix, il ne parvient pas à trouver preneur. Il sait que sa conférence lui donne l'air d'être joyeux, et pourtant ça n'est pas le cas. Sa femme a eu 7 filles, aucune d'elles ne compatissant à sa situation. Les 33 ans de mariage qu'il fête avec sa compagne ont été ou auraient pu être les plus belles de sa vie. Ou en tout cas, elles sont passées comme telles. Il vérifie que sa femme n'est pas encore là. Il peut encore dire ce qu'il veut. Il se demande si c'est par timidité que ses filles ne se marient pas. Il est vrai aussi que sa femme n'organise aucun événement mondain et qu'elle s'amuse peu. Chez la tante des filles, cependant, celle-ci s'amuse un peu plus. Parfois, lorsqu'il a bu, il se surprend à rêver de revivre ses jeunes années, ou bien de partir loin, loin de cette femme qui le martyrise depuis 33 ans, ces 33 années qu'il voudrait pouvoir oublier. Son habit même lui est insupportable, il le retire et le piétine, méprisant ce qu'il représente. Maintenant, il rêve de repos, mais soudain, il voit sa femme, qui est apparue dans les coulisses. Si elle demande surtout, il faut bien dire que la conférence a eu lieu et qu'il s'est bien comporté. Mais elle regarde. Il conclut sa conférence sur le tabac. Il ne faut jamais fumer et il espère que sa démonstration aura été éloquente. Il sort. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette pièce et cette vidéo au format un petit peu atypique. S'il vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire pour savoir si ça vous intéresserait qu'on refasse ce genre de vidéo. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous dire quelle a été votre pièce préférée en commentaire. N'hésitez pas non plus évidemment à liker la vidéo et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.